À la une de ce 20h journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues, ce 26 juin à Sikasso, des tonnes de produits divers ont été incinérés au Mali. L'événement est célébré autour du thème « La préservation de la santé de nos populations déjà affectées par la double crise sanitaire et sécuritaire est un devoir citoyen ». Le grand format de la rédaction s'intéresse ce soir à l'effondrement des bâtiments, une situation qui préoccupe les populations et les spécialistes des BTP. Quel est le problème réel? Que faut-il pour y faire face? Fademba Keïta est allé à la rencontre des acteurs du domaine. Dans la chronique culture immersion dans les rituels du 5e mois, cette pêche collective traditionnelle mobilise tous les ans à 100 des centaines de personnes venues d'un peu partout. Elle est à sa 622e édition. Après le Cap, demain débutent les épreuves du 2F au Mali. Le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation est l'invité de ce 20h week-end. Mahamadou Keïta nous expliquera les dispositions prises pour la bonne organisation des examens en cette fin d'année scolaire. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation et à tout à l'heure. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous également. Et nous ouvrons cette édition avec le ministre du Développement rural qui est au contact des producteurs. Ce samedi, il a visité 2 champs et une ferme dans le village de Korokoro, dans la région de Dioula. Sur place, le ministre a constaté aussi le démarrage de la campagne agricole et recensé les difficultés auxquelles les paysans sont confrontés. Envoyés spéciaux Tchédia Kamara et Nouhoum Sissoko. Adama Terra a un champ d'une superficie de 7 hectares et demi et Lansina Doumbia a 8 hectares. Ces agriculteurs de Korokoro dans la commune de Marakakungo ont reçu le ministre du Développement rural dans le cadre de sa visite aux producteurs dans leur champ les samedis. Il s'agit pour le ministre de s'enquérir des difficultés des paysans et de s'imprégner de l'évolution de la campagne agricole en cours. Je suis très satisfait du début de l'hivernage parce que les semis ont poussé. Et vraiment la pluviométrie aussi qui est assez intéressante. Nous conseillons nos paysans à utiliser l'engrais organique en respectant la dose. Il faut utiliser pour 1 hectare 20 sacs, cela veut dire 1 tonne. Quand on fait ça, le rendement sera similaire au rendement que donnerait l'utilisation de l'engrais chimique sur la parcelle d'1 hectare. Nous les invitons surtout à aller vers ça en attendant l'arrivée de l'engrais chimique. Toujours à Korokoro, Babou Diallo, un Malien qui travaille à Microsoft aux États-Unis d'Amérique, a décidé de se consacrer au travail de la terre. Dans une ferme de 23 hectares, il pratique l'agriculture, l'arboriculture, l'élevage et même l'apiculture. Le ministre et sa délégation ont visité tous les compartiments de cette ferme. Dans cette ferme, il utilise 11 personnes, des emplois permanents et les emplois temporaires aussi sont assez importants. Grâce à son installation ici, et non seulement il travaille pour lui-même, il fait travailler aussi les femmes et les hommes. Comme Babou a montré que l'agriculture nourrit son homme, si on arrive à installer les jeunes pendant les 12 mois, ça pourra vraiment réduire les risques auxquels les enfants sont exposés aujourd'hui. En dépit de l'importance des réalisations, la ferme a besoin de clôtures appropriées contre les intempéries et les feux de brousse et de systèmes de forage d'eau performants entre autres. Plus de 140 millions de francs CFA, c'est la valeur des produits incinérés ce dimanche à Sikasso par l'Office central des stupéfiants. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues. Thème de la journée au Mali, la préservation de la santé de nos populations déjà affectées par la double crise sanitaire et sécuritaire est un devoir citoyen. Moustapha Doumbia. C'est l'incinération d'une quantité importante de produits qui marque le lancement de la commémoration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Des produits saisis par l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants lors de ses missions dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Nous avons incinéré 1 tonne 297 kg de cannabis, 3 tonnes 511 kg de produits pharmaceutiques contrefaits, 250 grammes de graines de cannabis et 66 824 comprimés de psychotropes. Le tout
pour une valeur marchande de 140 494 075 francs CFA. L'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la drogue est placée sous le thème national la préservation de la santé de nos populations déjà affectées par la double crise sanitaire liée à la COVID-19 et sécuritaire liée au terrorisme est un devoir citoyen. Le choix de Sikasso s'explique par l'importance de son trafic routier transnational avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ainsi que par la saisie de grandes quantités de drogue et le nombre croissant des usagers dans la région. Les défis sont nombreux. L'insuffisance de moyens techniques, les moyens de détection, la surveillance, les bases de données. Il y a aussi le manque de centres de prise en charge des usagers de la drogue. Donc nous comptons à court terme renforcer nos effectifs et à moyen terme aussi, nous comptons renforcer la coopération sous-régionale. Pour dire à la population qu'elle doit se mobiliser derrière les autorités, en tout cas pour prévenir ces genres d'actions nuisibles à la santé, puisqu'il s'agit de notre santé, et sans la santé, on ne peut rien faire. La commémoration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues est sanctionnée par un match de basketball opposant les Tata au centre David Traoré de Sikasso. Également dans l'actualité au Mali, plus de 234 000 candidats sont inscrits à l'examen du DEF session de juin 2022. Les épreuves de cet examen démarrent demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans un message, la ministre de l'Éducation nationale rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Nouhoum Sissoko. Les épreuves de l'examen du DEF, diplôme d'études fondamentales session de juin 2022, débutent demain lundi 27 juin. Au total, 234 443 candidats inscrits doivent composer dans 1804 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. L'organisation d'examens propres et crédibles, c'est l'ambition affichée par les plus hautes autorités. Le premier ministre chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, a mis en mission les ministres dans toutes les académies du pays pour procéder au lancement, à la supervision de l'examen du DEF au nom de la solidarité gouvernementale. Il me plaît de m'adresser aux principaux acteurs impliqués, candidats au DEF. Dans la rue, à la maison, dans les salles d'examen, méfiez-vous surtout de toutes ces personnes sans foi ni loi qui vous proposeront des sujets d'examen ou des corrigés pour soi-disant vous aider à réussir vos examens. Personne ne peut vous aider, venir en aide sinon vous-même. S'il vous arrive de tomber dans leur piège malgré ces sages conseils qu'on vous donne, sachez que vous encourez des sanctions graves. La première, celle que vous inflige votre conscience, elle est morale. Vous ne pourrez jamais exprimer toute votre joie d'avoir réussi et toute votre vie, vous vous sentirez diminué par rapport à vos autres camarades. La deuxième, elle est administrative. Vous courez le risque, si vous êtes pris en flagrant délit de fraude, d'être renvoyé de la salle d'examen et voire d'être exclu de l'école. Parents d'élèves, ensemble, nous avons réussi une année scolaire apaisée. Ensemble, gagnons le pari de ne pas interférer dans le cours normal des examens par des artifices qui nuisent à nos enfants et à leur avenir. Ensemble, relevons le défi d'assurer à nos enfants des résultats scolaires qui reflètent leurs efforts. C'est cela aussi notre participation à la refonte de notre système éducatif, mais aussi à la refondation de notre pays. Le ministre de l'Éducation nationale réitère sa gratitude au personnel enseignant pour les efforts consentis pendant l'année scolaire qui s'achève, tout en les invitant à maintenir le cap. Dans les salles d'examen ou autour des salles d'examen, seule votre dignité d'éducateur et d'enseignant pourra vous mettre sûrement à l'abri des tentations, combien nombreuses, qui vous assailleront de toutes parts. Méfiez-vous, chers collègues enseignants, de ces personnes corrompues et corruptibles qui vous promettent monts et merveilles pour vous donner un coup de pouce à leurs enfants. Comprenez bien que ce sont là vos premiers ennemis et les premiers à mettre sur la place publique des comportements méprisables. Prenez le courage de participer à la réalisation d'examens propres et crédibles en faisant preuve d'intégrité et de rigueur dans les activités de surveillance et de correction auxquelles vous avez été commis sur la base de la confiance.
Au nom du gouvernement, le ministre a renouvelé les remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'atteinte d'une année scolaire 2021-2022 apaisée. Et justement, l'invité de ce 20h week-end, je vous l'annonçais, le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Monsieur le directeur, encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Rebonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'apprends déjà que vous venez à peine de prendre service à la tête de ce centre. Un défi immense. Un grand challenge quand même, et qui mérite toute l'attention de toute la communauté éducative. Au-delà de ma modeste personne, c'est tout le ministère de l'Éducation nationale qui est engagé dans ce combat. Toutes mes félicitations. Merci. Alors, monsieur le directeur, au moment où je vous parle, est-ce que vous pouvez nous rassurer que les sujets des examens du DEF prévus demain, nous l'avons dit, sont bien scellés un peu partout au Mali? Est-ce que ces sujets sont sécurisés? Merci bien, M. Travel, de m'avoir posé cette question. Il serait peut-être trop prétentieux de notre part que de dire que les sujets sont sécurisés à 100%. Madame la ministre vient de le dire, nous sommes dans un environnement où les tentations sont grandes. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau du centre, toutes les dispositions sont prises afin que les sujets soient sécurisés, depuis les centres jusqu'à les académies. Et dans la pratique, très concrètement, expliquez-nous quelles sont les mesures qui sont prises dans ce sens. D'abord, le choix, le tirage, la mise en enveloppe font partie d'un travail qui est minutieusement fait par un groupe restreint d'agents de centre qui sont d'une moralité à toute épreuve. À partir de là, déjà, nous pouvons dire que, en tout cas, il peut y avoir des faux sujets sur la place publique, mais pas de sujets venant du centre. Madame la ministre vient de le dire aussi, il faut que les élèves sachent que les vrais sujets sont ceux-là qui sortiront des enveloppes en leur présence. Alors, monsieur le directeur, parlons, et on a parlé de plus de 234 000 candidats inscrits pour ces examens au DEF. Il n'y a pas que des élèves qui se trouvent dans nos villes. Il y en a également qui sont dans les pays limitrophes, dans des camps de réfugiés. Il y a des déplacés internes. Qu'en est-il de ces candidats? Effectivement, pour l'examen du diplôme d'études fondamentales, nous avons 141 candidats qui sont à Bassikoun, en Mauritanie, pour lesquels le centre a dépêché une équipe pour la supervision de cet examen. Et pour ce qui concerne l'intérieur du pays, nous avons 9 495 candidats qui sont en situation de déplacement à cause de l'insécurité. Et pour ceci, le gouvernement a déboursé 171 millions pour leur prise en charge depuis ce jour dimanche jusqu'à la fin de l'examen et leur retour le jeudi dans leurs familles respectives. Nous parlons des candidats et un mot des surveillants. Quelles sont les dispositions concrètes prises pour la bonne surveillance de ces épreuves? Vous savez, dans le processus des examens, les surveillants constituent le maillon essentiel. Quel que soit l'environnement extérieur des examens, si les surveillants font bien le travail qui est le leur, il n'y a pas de risque que les examens soient entachés d'irrégularités. C'est pourquoi je leur demande de faire du règlement des examens ainsi que de la police de surveillance leur bréviaire. Restez collés à cela. Et si ça se passe dans ces conditions-là, soyez sûrs et certains que nous allons avoir des examens propres. Ma dernière question, c'est un message. Si vous avez un appel à passer aux partenaires de l'école, aux parents d'élèves, aux candidats eux-mêmes, quel est ce message ce soir? Le message, c'est que j'en appelle au centre de responsabilité des parents d'élèves en leur disant qu'ils ne rendent pas service à leurs enfants en essayant de tout mettre en œuvre pour qu'ils passent alors qu'ils n'ont pas le niveau. Ça, c'est, madame l'a dit, il faut que les enfants se fassent plaisir dans l'honnêteté, dans le sérieux. Et en se faisant plaisir, ils feront plaisir à leurs parents. Mais si déjà, nous-mêmes parents, nous sommes à la base
de certains actes malveillants qui sont de nature à entacher la régularité des examens ou le sérieux des examens, il va de soi que ça pose un problème. Au-delà des parents d'élèves, c'est toute la communauté éducative malienne qui est interpellée. Parce que ça fait un certain nombre d'années que nous sommes dans une situation où les examens maliens sont très critiqués. Mais en réalité, le ministère de l'Éducation nationale seul ne peut pas. Il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'on sache que, au-delà de nos modestes personnes, c'est tout le Mali qui est jugé. C'est toute la communauté éducative qui est jugée. Et par ricochet, ce sont nos enfants qui n'auront pas vraiment le niveau requis. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans un processus d'intégration où très bientôt il y aura un bac communautaire, où nous allons compétir avec les autres pays de la sous-région. Déjà, si nous nous prenons garde, nous risquons d'avoir des difficultés à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur Mahamadou Keïta. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Je vous en prie. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. On en vient au grand format de la rédaction qui s'intéresse ce soir à l'effondrement des bâtiments, une situation qui préoccupe les populations et les spécialistes des BTP. Quel est le problème réel? Que faut-il pour y faire face? Fadema Keïta est allé à la rencontre des acteurs du domaine. Son reportage. À Bakoudjikoroni et Remakono, le côté ouest d'une partie de l'immeuble appartenant à une personnalité influente s'effondre. Pas de perte en vies humaines, mais le détachement a causé des dégâts matériels importants dans la famille voisine. Escaliers, chaises, ustensiles de cuisine détruits, des tôles et portes arrachées. La victime, une veuve qui vit ce calvaire répétitif, se dit indignée. Tout le monde sait que les constituants de ce bâtiment ne sont pas fiables. Je suis permanemment victime de ces cas de la part du même immeuble. C'est la 4e chute d'une partie de cet immeuble. Ce cas s'ajoute à d'autres effondrements de bâtiments pires, puisqu'ils ont coûté jadis la vie à des occupants innocents. Cas de Bankoni, il y a quelques années, qui a fait 15 victimes, de l'ACI 2000, j'en passe. Doit-on mettre en cause l'ingéniosité des ingénieurs en génie civil formés à l'École nationale d'ingénieurs? Les docteurs ingénieurs formateurs des ingénieurs en génie civil répliquent. Ils trouvent au contraire que la construction des bâtiments est confiée à des amateurs. Ils précisent que c'est sur la base d'un plan délivré par un architecte qu'une analyse du sol du lieu du site est faite par les ingénieurs. Donc, de la fondation à la finition d'un bâtiment, les normes sont à suivre et à respecter. L'étude de la qualité du ciment et les dosages des matériaux de construction font partie des préalables, précisent les spécialistes. Je ne veux pas trop m'aventurer parce que je ne sais pas les causes réelles, pour le moment, de la chute de ces bâtiments. Mais quand on prend les masters ou les ingénieurs, ils ont le bagage nécessaire, non seulement en matériaux de construction, en structure, de le conceptionner, dimensionner, les dimensions des poteaux, des poutres, tous les éléments de structure. En fait, si vous construisez le support de tout ouvrage, c'est le sol. Donc quand vous allez construire quelque chose, il faut savoir quelles sont les caractéristiques de ces éléments. Est-ce qu'il peut supporter, est-ce qu'il ne peut pas supporter, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse supporter votre ouvrage. Pour ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, ça c'est maintenant les matériaux qui rentrent en construction. Les gens aussi qui sont spécialisés dans les structures, armatures, comment armer tout ça. Et les étudiants sont formés dans ça aussi. À Sebeninkoro, le bâtiment à usage commercial en chantier est confié à un technicien supérieur en génie civil de la promotion 2017 de l'École nationale d'ingénieurs. Pour lui, le maçon et les ouvriers doivent seulement exécuter ces consignes. On ne peut pas construire, dire que j'ai R+1, je viens sur le terrain, je dois construire, tel n'est pas le cas. Vous allez faire un prélèvement, on amène au labo, et à labo de déterminer, vous allez faire telle profondeur, par exemple, à 1 mètre ou à 1,50 m, c'est à labo de déterminer le bon sol. Labo nous a autorisé d'aller jusqu'à 1,50 m de profondeur pour les semelles. Un sac de ciment, on a fait ça à 35, ça c'est le brick 15. Le brick 20, ça à 25. On est en train d'utiliser le fer touche plein. Je ne prends aucune initiative. Tout vient de l'ingénieur. Nous sommes là pour exécuter ces consignes. Avec un sac de ciment, on ne doit donc pas aller au-delà de 35 briques. Dosage que les confectionneurs de briques amateurs ignorent. Tout vient du propriétaire de la maison.
un sac de ciment pour 40, 50 ou 60 briques. C'est à lui de déterminer ce nombre. Une preuve d'amateurisme qui ternit l'image des professionnels. Les propriétaires des chantiers qui dictent leurs désirs aux maîtres maçons et aux ouvriers chargés de confectionner les briques, les services et spéculateurs fonciers qui font des attributions illicites dans la servitude des cours d'eau sont entre autres auteurs des différents effondrements. Et pour cause, ils ne connaissent pas les normes. L'endurance d'un bâtiment dépend des constituants. Nous avons des appareils sur lesquels nous testons ces matériaux. Par exemple, si vous voyez ces blocs de béton que vous voyez ici, c'est des gens qui ont fait des chantiers où on a fait des prélèvements. Ils sont destinés à être écrasés pour avoir leur résistance à la compression. Parce qu'en fait, quand votre bâtiment qui est construit là, il y a des charges là-dessus, les poteaux et autres là. Donc on vérifie est-ce que l'ingénieur qui a calculé les notes de calcul, dans ces notes, il a mis une résistance qu'il voudrait que, avec cette résistance, le bâtiment doit pouvoir résister. De manière générale, les gens construisent sans ça. D'autres, quand tu dis un laboratoire de sol, mais tu dis, mais le sol, ça peut faire quoi? Ou bien béton, il dit, mais béton, on a testé. Vous m'excusez l'expression. Est-ce qu'on teste même le béton? Ils ne savent pas. Une maison construite il y a 25 ans, 26 ans, si tu veux mettre un premier niveau. C'est-à-dire, la première question qu'on vous pose, est-ce que vous avez vu des études de sol avant de construire le bâtiment initial? Si vous n'en avez pas, nous, on va contrôler d'abord, est-ce que le sol qui est là, quel type de sol nous avons? Les structures qui sont là, quelles sont les dimensions de ces semelles et ainsi de suite. Et là, on va tester encore vos poteaux et poutres qui existent pour voir les résistances. On appelle ça une auscultation, mais c'est un essai non destructif. Donc nous allons sur le terrain avec d'autres appareils qui vont nous permettre de tester la résistance de ces structures. Si l'on choisit qui on veut pour construire son bâtiment, il va de soi qu'il s'effondre. Selon l'administration de l'ENI, on ne peut pas mettre en cause la formation des ingénieurs de cet établissement supérieur qui a présentement en son sein des étudiants de 8 autres nationalités. S'ils étaient médiocres, l'école ne serait pas tant sollicitée. Il s'agit de constructions souvent anarchiques, c'est-à-dire que ce n'est pas fait par des professionnels de bâtiments. Sauf s'il s'agit de bâtiments publics où il y a un appel d'offres, où il y a des études. La vie de l'être humain est chère. Les abris doivent être des lieux rassurants où les occupants ne sont nullement inquiétés. La méconnaissance des normes de construction, le manque d'informations sur le cheminement à suivre auprès des professionnels du domaine, la rigueur dans le suivi et l'application des dites normes et autres sont les premières causes de ces effondrements répétitifs évitables. C'était le grand format de la rédaction signée Fademba Keïta. La mairie du district de Bamako vient de tenir dans ses locaux un conseil extraordinaire. Énergie durable et climat étaient au centre de cette session. Les explications avec Agibou Koulibaly. La mairie du district de Bamako a signé en juin 2019 la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Elle s'est aussi engagée à élaborer son plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat du district de Bamako. Le conseil a aussi réalisé des projets innovants. Cette rencontre de co-construction, elle vise à renforcer la compréhension et les aptitudes des participants sur les concepts du changement climatique, d'atténuation, d'adaptation et d'accès à l'énergie. Rappeler les résultats des études diagnostiques en matière d'atténuation, d'adaptation et d'accès à l'énergie dans le district de Bamako, engager des discussions participatives et inclusives pour définir les objectifs territoriaux ambitieux et les actions prioritaires associées à la matière. L'adaptation et l'accès à l'énergie dans le district de Bamako. Elle vise aussi à la co-construction des fiches projets pour une action prioritaire dans chacun des piliers, c'est-à-dire l'atténuation, l'adaptation et l'accès à l'énergie. L'Agence de développement régional de Bamako se félicite de cette co-construction avec le conseil communal pour l'exécution correcte de ce plan d'action. Un plan climat aujourd'hui est quelque chose qui s'impose à nous. L'air de Bamako est suffisamment pollué. C'est dû un peu à tout ce que nous connaissons par rapport au changement climatique. Donc il y a des mesures à prendre. On a fait des études diagnostiques qui ont montré que le transport, l'utilisation de bois de fagots dans les constructions pour le ménage et aussi comme on appelle l'assainissement, les déchets constituent les 3 sources de pollution. Et ça, c'est des choses, c'est des phénomènes que nous voyons. Et il s'agit maintenant, dans le plan climat par exemple,
de prendre des dispositions pour pouvoir atteindre ce qui est à atteindre et nous adapter à ce qui est sur lequel on peut s'adapter. Occasion également de lancer le projet Bamako sans voiture qui se focalise sur l'utilisation des vélos. Tout le monde sait que le vélo s'inscrit en bonne place dans ce processus. En ce qui concerne le transport, moi je pense sincèrement que le vélo peut jouer un rôle très important afin d'atténuer ces effets-là à l'échelle de Bamako. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat du district de Bamako dont il est question se situe dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, une initiative soutenue par l'Union européenne. Elle vise à soutenir les villes d'Afrique subsaharienne dans leur lutte contre le changement climatique et dans leurs efforts pour assurer l'accès à l'énergie propre de leur population. Autre conseil d'administration, celui de l'Agence nationale de l'aviation civile. En dépit de la crise sécuritaire et sanitaire, le trafic passager a connu une hausse de 88% pour maintenir le cap. Sinon l'améliorer, la nouvelle équipe dirigeante entend intensifier les efforts. Abdul Karim Kaba. C'est dans un contexte particulier que se tient la 31e session du conseil d'administration ordinaire de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Une nouvelle équipe avec de nouvelles orientations tout en conservant les acquis, tel est le credo des responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile. Il convient de noter que les mouvements d'avions à l'aéroport international Bamako-Sénou ont connu une croissance de 43,2% en 2021 par rapport à 2020. Le trafic passager a également connu une augmentation d'environ 88,6% en 2021 par rapport à 2020. Le transport aérien constitue un des piliers de la politique nationale de l'aviation civile à travers le désenclavement intérieur et l'extérieur du Mali. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour relever les défis. La vision ne peut être que la vision des plus hautes autorités de l'État, à savoir les missions de supervision, de contrôle, de coordination de toutes les activités aériennes et aussi de pouvoir équiper pratiquement tous les aéroports du Mali d'équipements de sûreté de très haute qualité. Le Conseil a également mis l'accent sur le suivi des différents projets d'investissement, sur le renforcement des mesures de sécurité et de sûreté sur les plateformes aéroportuaires du pays. Inauguration d'une nouvelle agence Niassiguisso à Sénou, c'est en commune 6 du district de Bamako. Un bâtiment construit pour rapprocher davantage les sociétaires et affiliés de la localité et environ. Mohamed Sangaré. C'est dans une ambiance mélodique de la localité que la nouvelle agence Niassiguisso de Sénou a été inaugurée. Un moment de satisfaction pour les agents et affiliés de la caisse de Sénou dotés d'un nouveau siège. Cette infrastructure comprend 3 bureaux, une salle d'attente, une salle serveur, des guichets, bref, le bâtiment répond à toutes les commodités nécessaires pour être au service des clients. Avec ce nouveau local, fini les frais de loyer. L'agence Niassiguisso de Sénou loge chez elle et dispose maintenant de toutes les commodités pour offrir des services de qualité à ses sociétaires. Notre métier consiste à la mobilisation de l'épargne locale et le renforcement de la solidarité dans le milieu par l'entremise de crédit à ceux qui expriment le besoin. Réalisé sur fonds propres pour un coût de plus de 33 millions de francs CFA, l'inauguration de cette nouvelle agence au service de la population de Sénou a été félicitée par les autorités locales. La microfinance étant un outil qui contribue à la réduction de la pauvreté et au développement économique et social, fait partie des priorités des autorités de la transition. L'inauguration de ce bâtiment flambant neuf nous réconforte dans notre perception de la microfinance en général et du réseau Niassiguisso en particulier. Je voudrais vous inviter à maintenir cet élan porteur d'un avenir meilleur pour l'ensemble des sociétaires de votre réseau et féliciter une fois de plus le réseau Niassiguisso pour cette belle réalisation à Sénou et pour sa présence dans plusieurs localités du Mali conformément à sa politique de proximité. Une visite guidée des locaux de la nouvelle agence de la caisse Niassiguisso a mis fin à cette journée d'inauguration. Fin à Bamako d'un séminaire de formation de haut niveau sur la fiscalité organisé par le cabinet T-Consulting.
La session a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs fiscaux du Mali sur le contrôle en matière de fiscalité. Souleymane Sidibé. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants du séminaire de formation de haut niveau sur le contrôle fiscal reçoivent leurs attestations. Première du genre, la session a tenu ses promesses selon les initiateurs. À l'issue de ce séminaire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris aujourd'hui que les impôts ne sont pas forcément la police qui essaye quand même de freiner leur activité économique, mais derrière, c'est surtout des relations de partenariat. Quant aux participants, ils ont des raisons de se réjouir. Mes attentes ont été vraiment satisfaites. Au cours de ce séminaire, j'ai appris beaucoup de choses sur la fiscalité. J'avais beaucoup de questions qui étaient restées sans réponse. Nous avons eu à rencontrer beaucoup de panélistes, en l'occurrence les inspecteurs des impôts, avec qui nous sommes en permanence en parfaite collaboration, pour ce qui concerne les déclarations mensuelles, annuelles et tout ce qui concerne les impôts et taxes en tant que contribuable malien. Cette première édition du séminaire de haut niveau sur le contrôle fiscal a regroupé les acteurs fiscaux et les contribuables. Hajj 2022, les pèlerins maliens actuellement à Médine ont reçu la visite de l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, Boubacar Gouro Dial, qui était accompagné du consul à Jeddah, voulait s'enquérir des conditions des Maliens et leur prodiguer des conseils. L'ambassadeur Dial est au micro de nos envoyés spéciaux Mahmadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Mohamed Olamine Diarra. C'est une tradition au niveau de l'ambassade du Mali à Riyad. Chaque année, l'ambassadeur fait le déplacement pour non seulement venir saluer les pèlerins, que ce soit de la filière gouvernementale ou des filières privées, en même temps nous enquérir de leurs conditions de séjour, s'assurer que tout se passe très bien, qu'il n'y a pas de petits problèmes, il y en aura toujours, mais s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés majeures, et en même temps leur transmettre nos salutations et puis dire aussi que nous suivons de très près la situation ici. Donc c'est vraiment ce message d'apaisement, de confiance, ce message d'assurance que nous apportons à la communauté malienne qui se trouve ici dans le cadre de l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Et une fois sur place ici, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez constaté? De mon arrivée à maintenant, je n'ai reçu aucune réclamation, donc c'est le signe que tout se passe très bien. Deuxième édition de Mazamir Saoud Mali, un événement qui vise à promouvoir le Saint-Coran. Un millier de jeunes musulmans étaient en compétition. Les détails, c'est avec Agibou Koulibaly. Cette deuxième édition de Mazamir Daoud vise à inciter les jeunes musulmans pour la mémorisation et la maîtrise du Saint-Coran. C'est aussi un événement citoyen pour faire la promotion du Coran et des valeurs islamiques. Kuranɛ kalan in an y'a laɲini ka kɛ walasa kuranɛ kanu ka se ka don maliyɛnw na mɔgɔw ka ɲɛsin kuranɛ ma kuranɛ kanu ka don u dusukun na u ka denbaya ka kɛ kuranɛ dɔnbagaw ye walasa don n'a nataw la Mali bɛ se ka kɛ kuranɛ jugu ye dugutɔw cɛla cogoya min na. Cet espace a permis aux fidèles musulmans d'entendre les voix d'or du Mali à travers la récitation du Coran, les imitations des grands récitateurs, à l'image du capitaine Moumouni Doumbia, pilote. J'ai commencé à lire le Coran depuis tout petit, parce que mon père il s'est vraiment intéressé à notre éducation. Après les cours de mercredi et jeudi, dans les primaires, on n'a pas cours le soir, donc il a pris un enseignant pour venir nous encadrer à la maison, donc pour pouvoir connaître au moins l'arabe et puis pouvoir lire. Cette activité cadre parfaitement avec les orientations du ministère en charge des affaires religieuses. Aux organisateurs, je les remercie au nom de l'État. Il n'est pas facile d'organiser une telle activité, surtout quand on n'a pas beaucoup de partenaires techniques et financiers. Ils sont en train
d'institutionnaliser cette activité. Inch'Allah, ils ne vont pas manquer l'accompagnement du département. À rappeler qu'un millier de jeunes musulmans ont pris part à cette deuxième édition de Mazamir Daoud du Mali. Vivement la troisième édition. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est sous ce thème que l'Église catholique célèbre la fête patronale au titre de l'année 2022. Cette célébration est couplée au lancement des activités du centenaire de la paroisse de Bamako. Batraoré. Chants, processions, prières, voilà autant d'actions de grâce et de messes spéciales ce dimanche à Bamako. Les croyants chrétiens catholiques lancent ainsi les activités de la fête patronale de la cathédrale du Sacré-Cœur de Bamako. Cette fête qui est annuelle est célébrée sous le thème « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Chaque année, à l'occasion de la solennité du Sacré-Cœur, c'est de confier tous les paroissiens et tous les chrétiens au cœur sacré de Jésus qui nous a aimés jusqu'à l'infini et nous inviter les uns les autres à l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour de soi. Parce que nous savons que tant que les hommes ne s'aimeront pas, il n'y aura pas la paix dans le monde. La paroisse de Bamako, construite en 1923, aura 100 ans en 2023. Cette fête patronale est à cet effet couplée au lancement du centenaire de l'église de la cathédrale. Un événement attendu avec beaucoup d'enthousiasme par la communauté chrétienne du Mali. Cela permet justement de la nouvelle génération, les jeunes surtout de maintenant, de savoir d'où nous sommes partis, pour remercier ceux qui ont initié. Cela permet aussi de nous rendre compte des avancées et des reculs, des erreurs passées, et de nous les saisir pour nous propulser dans l'avenir. C'est pourquoi moi je suis très heureux d'avoir pu présider cette Eucharistie, et nous prions pour que l'année du centenaire qui se passe au Mali dans une période difficile, ne pouvons pas ignorer cela. L'Église ne peut pas ignorer cela. C'est pourquoi j'ai insisté pour que nous prions, afin que cette transition, dont la première année va coïncider justement avec la célébration du centenaire, soit une transition réussie et pacifiée. L'accompagnement du gouvernement à travers le ministre des Affaires religieuses est sans faille. Des ressortissants de certaines communautés étrangères prennent part à cette messe au cours de laquelle des prières sont faites pour la paix et pour une bonne pluviométrie. L'actualité des sports, c'est avec Kodji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodji. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Alors la finale de la 61e Coupe du Mali s'est jouée hier avec la victoire du Djoliba AC, une finale à laquelle plusieurs invités de marque ont assisté. Oui, il y avait notamment des anciens internationaux et des internationaux. Et quelques aigles présents à la cérémonie étaient contents d'y être. Je vous propose qu'on écoute respectivement Falaï Sako, Ibrahima Bosso Monkoro et le capitaine Amari Traoré. Aujourd'hui, Djoliba d'abord c'est un ancien club pour moi. Donc c'est une famille, c'est un plaisir aujourd'hui de venir voir la finale du Djoliba AC Club. Je vois la finale comme les autres finales, mais je pense que Djoliba va emporter le match. Bon, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de revenir au pays, surtout de regarder encore la finale de la Coupe du Mali, puis qu'on avait déjà joué avec le stade malien. C'est toujours un plaisir de regarder les frères jouer et puis on est très content de voir le match. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur de venir voir mes frères. Voilà, parce que je supporte le Real de Bamako. J'ai été à l'académie qui est affiliée au Real de Bamako, donc je suis venu supporter le Real. J'espère que le Real va gagner. Il y a aussi mon frère qui joue avec le Real. Donc je suis très content de partager ce moment avec les supporters maliens et avec la famille. Donc ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Oui, réaction avant match. C'est tout à fait. Voilà, c'est des joueurs pour la plupart qui sont en vacances. On les retrouvera sur la pelouse du stade du 26 mars à l'occasion de la prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ce sera en septembre contre la Gambie. Le stade Mamadou Konaté qui a servi de cadre hier à la célébration de l'édition 2022 de la journée olympique.
Move for Peace ou Bouger pour la paix. Voilà, c'était le thème donc de la présente édition organisée par le Comité national olympique et sportif du Mali. L'événement a fait bouger tout le monde sans distinction de sexe, d'âge ou de profession. Alors, je ne vous en dis pas davantage. Suivons plutôt le reportage de Adama Traoré. L'édition 2022 de la célébration de la journée olympique est l'occasion pour les responsables du Comité national olympique et sportif du Mali de joindre l'utile à l'agréable. L'utile a été le lâcher des colombes, un geste d'une importance capitale, d'où le thème « Bouger pour la paix ». C'est pourquoi la célébration de la journée vise à véhiculer et partager l'esprit olympique, à savoir apporter la part d'humanisme entre les hommes et entre les peuples. Aujourd'hui, pour notre pays, la célébration de la journée olympique est bien plus qu'une simple manifestation sportive. Elle est l'espoir retrouvé après l'angoisse du Covid-19. Elle est un véhicule des messages de la paix. À cette occasion solennelle, nous tenons à féliciter et à remercier M. le ministre de la Jeunesse et des Sports pour la constance et son engagement auprès du mouvement olympique. Nous marquons notre reconnaissance aux partenaires du sport malien. L'agréable est marqué par les défilés des différentes fédérations sportives nationales. Au cours des activités sportives, les arts martiaux, à travers les spécialistes de taekwondo et de kung fu wushu, ont procédé à des démonstrations de tao et de kata en individuel et en synchronisé. L'événement est également ponctué de courses de demi-fond chez les dames et les hommes. Les premières places sont occupées par l'équipe de l'ISFAS en hommes et en dames. Alors, Kodji, oui. Voilà, l'esprit olympique, tout le monde peut pratiquer du sport, les jeunes, voilà, comme les moins jeunes. On termine avec quelques nouvelles du championnat national de basket. Oui, si c'était la fête chez les footballeurs, les fans du football du côté du Djoliba, ce n'était pas du tout la fête du côté des fans du basket côté Djoliba, puisqu'il y avait une double confrontation, Stade Malien Djoliba Athletic Club en dames et messieurs. Victoire des stadistes, double victoire, d'abord en dames. Eh bien, le Stade Malien s'est imposé devant le Djoliba 66-54, vous apercevez. Et bien évidemment, c'est les images de cette rencontre entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Victoire donc des dames du stade 66-54. Et puis voilà, on va donc suivre la victoire des hommes, toujours du Stade Malien de Bamako, devant le Djoliba Athletic Club 89-67 comme score final, voilà. Et on va donc juste rappeler les autres résultats en dames. L'ISFAS qui est allé battre l'USM Akoutiala 55-37 et en série homme, l'AS Mandé a battu le Tata à Sikasso cette fois-ci. C'était très serré, 62-60. Merci beaucoup, Kodji Sibi. Merci bien. Alors également dans l'actualité, partons cette fois-ci à Caille pour parler du 64e conseil d'administration des aéroports du Mali. Alors malgré le contexte de l'embargo et de la pandémie du Covid-19, le chiffre d'affaires des aéroports du Mali s'élève à plus de 8 milliards 450 millions de francs CFA, avec un résultat brut de plus de 3 milliards 530 millions de francs CFA. Le point est avec Benogo Fofana. Examen du tableau des recommandations et résolutions de la 63e session antérieure, adoption du rapport de gestion de la Direction générale de l'exercice 2021 sont entre autres points examinés au cours de cette 64e session du Conseil d'administration des aéroports du Mali dont les travaux ont débuté ce samedi 25 juin 2022 dans la cité des Rails. Malgré la pandémie qui a entraîné sur le plan mondial la diminution du trafic et surtout du trafic passager, l'aéroport quand même a vraiment tenu bon. Avec un chiffre d'affaires de 8 milliards 452 millions 320 255 avec un résultat brut obtenu pour 2021 de 3 milliards 532 millions 783 420. Et donc ce qui nous a permis de verser en termes de bénéfices aux impôts 993 millions 084 741 francs CFA. En termes de perspective, les administrateurs de l'aéroport du Mali se sont proposés
d'atteindre les objectifs cette année par la réalisation de différents projets. En termes de perspective, nous sommes en train aussi de développer des activités qu'on appelle les activités commerciales autour de la zone aéroportuaire en créant des espaces qui vont servir d'hôtels, des espaces qui vont servir de centres commerciaux. Ce choix porté sur CAI pour abriter cette 64e session du conseil d'administration des aéroports du Mali n'est pas fort. C'est la première fois que le conseil d'administration des aéroports du Mali se tient ailleurs autre que Bamako. Et donc nous avons voulu vraiment s'inscrire dans la notion de Mali-Croix. Ça va permettre également aux administrateurs qui n'ont jamais eu la chance de venir voir ce qui se passe dans les autres aéroports, vraiment de venir découvrir les difficultés que nous rencontrons tous les jours par rapport à la gestion de ces aéroports-là. Dans la chronique culture, immersion dans les rituels du Sankemo, cette pêche collective traditionnelle mobilise tous les ans des centaines de personnes. Elle est à sa 622e édition. Alpha Maïga et Aruna Diara. Dans les années 1400, rapportons que les aïeuls de Bobo, de Parana et de Terekungo, deux extrémités de sang, ont connu une dure conjoncture. Plus grave, un différend va opposer Bobo et Marca. Les dieux de la contrée se seraient alors fâchés. À 100, désormais, on doit vivre à la sueur de son front, parce que le gibier va se faire rare. Et surtout la mare, le fameux sangué, s'est tari. Aujourd'hui, en prenant compte de cet appauvrissement régulier des potentialités de la contrée, le Sangemo est désormais né. Le Sangemo, c'est rendre hommage à Dieu, le tout créateur, qui nous a rendu ces deux symboles, doublés d'une mare qui constitue aujourd'hui le cordon ombilical de sang, qui en 1891, quand on n'avait que 6 000 habitants, aujourd'hui nous avons 84 531 habitants. Les symboles de sang seront donc révélés, Santoro ni Carantela et le Sangemo. C'est lié à la découverte même des 3 sites. Ça a été découvert par un chasseur, Bakore Traoré, un Sarakolé, qui a découvert le fuguier, qu'on appelle le Santoro. Et après, son chien a découvert le Carantela. Je suis garanti, je suis en sécurité, j'ai de l'eau. Après, il a continué ses recherches. Ils ont découvert la mare avec du poisson sauvage, avec la collaboration du petit village que vous voyez, Trekungo, et le petit village Parana. Et ce sont ces deux bobos qui ont aidé les fondateurs à rendre la berge propre. Cette activité est liée à la fondation. La période, c'est quoi? C'est le 7e jour du mois lunaire, qui coïncide au mois de juin, première quinzaine. Donc la période, c'est la première quinzaine, premier jeudi ou le deuxième jeudi. La veille du Sangemo, les villageois de Terekungo se réunissent autour du puits sacré pour accomplir les rites aux mânes des ancêtres et aux dieux qu'ils vénèrent. Le chef de village aurait égorgé quelques coqs avant que sa suite ne danse autour de l'antre sacré, entendez là la grotte sacrée. La fête du Sangemo peut alors commencer sur la place du village. Du côté de Parana, on procède à d'autres rites préliminaires dans la case des fétiches, un peu pour pallier tous les maléfices de l'année. En attendant, ici, il est bon de noter que durant toutes les festivités, on a droit à un véritable safari à travers la ville de San. Pendant ce temps, le grand tam-tam de Terekungo a résonné. La bière de mille coule à flot. Elle est gratuite. Les danseurs bobos, à l'appel du tam-tam, se rendent au quartier Santoro, là où se trouve le bois sacré. La foule grossit, puis on s'ébranle vers Koitala, juste pour prendre une dose de crème traditionnelle qu'on appelle le Mugufara. Après, direction la mare. Le Sangemo, c'est une fête, une grande fête pour nous. Et les élus de la circonscription de San et même de la région de San, je pense qu'il serait mieux de pérenniser, comme les Sanois sont en train de le faire, de pérenniser toujours cet événement
parce que je peux dire que c'est unique dans son genre. Il y a à peu près 3 ans de cela qu'on mène une foire. Le Sangemo est véritablement une véritable tradition qui permet des jours durant aux Sanois de communier dans l'allégresse et d'aller à la conquête de leur histoire. C'est compte tenu de toutes ces valeurs, à la fois historiques, culturelles et spirituelles, que le Sangemo a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national en 2001. Inscrit sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO en 2009 et classé dans le patrimoine culturel national en 2011. Le Sangemo s'est célébré la fondation de la ville de San. Et cette année 2022, c'est la 622e fois dans la 18e nouvelle région économique du Mali. Avant de boucler cette édition, le point Covid du jour, ce dimanche, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs, 2 patients guéris, 0 décès. À ce jour, 15 patients sont sous traitement. Et cette page noire, avant donc de boucler cette édition, nous venons de l'apprendre, Maître Mamadou Gakou est décédé cet après-midi des suites d'une maladie ici à Bamako. Brillant avocat, auteur du code de procédure pénale, du code de la minorité. Maître Gakou a été également membre de la commission loi de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Il s'essaya également à la politique en créant même un parti politique, la COPP. Il a enfin été conseiller spécial du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avec rang de ministre. Ces obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Toutes nos condoléances à sa famille éplorée. Que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.